On a la grande majorité des initiatives qui sont des initiatives citoyennes. Alors il y a toujours du coup évidemment les habitants au centre de la question, mais on a un certain nombre de projets qui viennent aussi du coup de dynamiques plutôt institutionnelles à la base et qui vont du coup proposer de faire des projets. Donc c'est soit des collectivités, soit parfois des bailleurs. Voilà, ça peut venir de différents endroits. Donc on a commencé à réfléchir. On a fait déjà plusieurs réunions entre ces accompagnateurs de projets voilà, qui avaient du coup des possibilités de projets émergents, en essayant de réfléchir à comment on pouvait intéresser les habitants, comment on pouvait identifier éventuellement des dynamiques citoyennes existantes dans les quartiers, etc. Et à ce moment-là, on s'est dit, il ne faut pas qu'on reste à tourner en vase clos sur cette question-là. On n'est quand même pas des spécialistes de l'intervention dans les quartiers. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu l'idée, notamment de cette journée, avec l'intention du coup d'aller parler à différents types d'acteurs. Et du coup, quelles sont les conditions qu'il faudrait mettre en œuvre pour, d'une part, amener les institutionnels à faire un pas de côté, à comprendre qu'il faut des moyens, qu'il faut du temps long, qu'il faut de la délégation de confiance auprès des habitants, mais aussi auprès des structures qui travaillent sur les quartiers et qui tricotent un peu avec le réel. Et sur l'autre volet, c'est plutôt comment est-ce qu'on suscite l'envie des citoyens d'exercer leur pouvoir d'agir. Ça a vraiment embelli ma vie parce que maintenant je peux me projeter, j'ai une certaine sécurité pour moi, pour ma fille. Et puis aussi, ça embellit ma vie parce que j'ai rencontré des gens, j'ai créé du lien, créé un groupe et on réfléchit ensemble pour co-construire ensemble. Et ça, c'est vraiment chouette. Alors, il n'y a pas que des belles choses aussi, hein. C'est vrai qu'il y a pas mal d'obstacles aussi. Et puis, ces obstacles, il faut apprendre à les gérer ensemble. Et ensemble, on est plus fort. Et c'est vrai qu'un collectif, on peut faire plein de choses. Et j'ai qu'une hâte, c'est d'y vivre bientôt. Alors, moi, je suis là, au collectif, je suis le plus ancien membre, depuis 10 ans. Là. C'est-à-dire, c'est moi qui garde la permanence depuis juin 2013 jusqu'à maintenant aussi, j'ai gardé. Et moi aussi, dans le collectif, c'est une figure centrale pour garder l'équilibre entre plusieurs gens, plusieurs différentes cultures, différents âgés, différents, tout ça, quoi. Ce que j'aime beaucoup dans mon boulot, c'est le croisement des compétences entre des savoir-faire qui viennent de l'ingénierie sociale, qui ont à voir avec les techniques d'animation. On va les puiser dans l'éducation populaire, dans la reconnaissance de ce qui se passe dans les quartiers, dans les dynamiques collectives, etc. Donc c'est un savoir-faire vraiment basé sur les dynamiques collectives pour aider le groupe d'habitants à faire ensemble. Hein. Et du coup, acculturer les professionnels et les opérateurs d'immobilier à ces pratiques-là pour réussir à être à l'écoute, à les intégrer, mais dans l'autre sens aussi, acculturer le collectif d'habitants au montage de projets immobiliers, le calendrier, le budget qu'il faut respecter hein, si on veut faire un projet immobilier, ou en tout cas qu'il faut prendre en compte, qu'il faut réussir à rentrer dedans, et puis accompagner les professionnels du projet immobilier en tant qu'experts pour trouver des montages financiers, des montages juridiques qui rendent possible. Tout ce qu'on dit et on écrit, en fait, on le source de ce que vous faites et des échanges qu'on a avec vous. Et un vocable qui fait un petit détour par l'Amérique latine et qu'on nomme la capacitation. C'est l'idée que de travailler collectivement, ça permet à chaque individu de se transformer dans un groupe, de transformer son groupe et de transformer l'environnement, y compris l'environnement institutionnel. Et du coup, c'est aussi l'idée que peut-être il y a des institutions qui bougent plus doucement que ce qui se fait sur le terrain et ce qu'on observe, et que du coup c'est intéressant finalement de redonner une place aux personnes qui agissent pour qu'ils nous aident à transformer les institutions et que les institutions qui ont d'autres cadres puissent intervenir plus rapidement. Ça fait énormément bouger les lignes de s'inscrire dans de l'habitat participatif, y compris du côté du bailleur social. Et ça fait bouger les lignes. Le bailleur social, c'est pas un tout homogène. Il y a plein de métiers différents. Et ça fait bouger les lignes dans tous les métiers. Et c'est très, très compliqué quand on s'inscrit dans un habitat participatif. Et c'est très lourd pour le bailleur social aussi. C'est bien plus simple de produire son petit logement comme d'habitude. Donc ça va faire bouger les lignes déjà tout simplement pour entendre l'envie de l'élu, entendre l'envie des habitants qui viennent vous voir. Il faut qu'il y ait quelque part chez le bailleur social
des oreilles pour entendre cette envie-là. Et donc pour vous, de trouver l'oreille qui pourrait entendre. Donc on a une commission d'attribution qui vous met là, et qui vous met là de façon un peu anonyme, sans vous demander ce que vous voulez, et qui sait ce qui est bon pour vous. Vous êtes seul, vous avez un T2, vous êtes en couple, vous avez un T3. Tout le monde sait, toutes les règles font qu'on sait ce qui est bon pour vous. Donc d'un seul coup, là, il faut se poser la question d'entendre le locataire et qui est en capacité de dire ce qui est bon pour lui. Ça, c'est une histoire aussi, c'est l'histoire du rapport au logement. Quand on a été toute sa vie locataire HLM, on n'a jamais eu le droit, l'autorisation de se poser la question de ce qui était bien en termes de locatif. Et donc, il me semble il faudrait peut-être que vous soyez un peu des sociologues du territoire pour repérer en fait ce qui peut faire aspiration commune, ce qui peut faire projet commun, ce qui peut faire partager et participer ensemble sur les aspirations qui sont les vôtres, mais sur les aspirations aussi des gens qui sont dans les quartiers, de ce qu'ils vivent, de ce qui les anime et de ce qu'ils ont envie de mettre en commun. Et pour eux, commun, qu'est-ce que ça veut dire? Et je pense qu'une des conditions de réussite de la participation des habitants, c'est qu'en fait, on identifie aussi dans les quartiers tous les pôles ressources. Par exemple, les associations, les centres sociaux, qui sont des lieux de participation des habitants et dans lesquels, en fait, il peut y avoir une concentration de ressources qui s'étayent les unes sur les autres et qui sont, à mon avis, une des conditions essentielles de la participation des habitants et de sa réussite. Le logement social, c'est une histoire de l'habitat populaire. Et dans l'histoire de l'habitat populaire, il y a énormément de pratiques qui peuvent venir inspirer les projets en fait, d'habitat participatif en partant bien des pratiques existantes qui existent dans les quartiers et de voir comment on ne fait pas finalement de l'habitat participatif dans les quartiers prioritaires, même si c'est comme ça qu'on le nomme aujourd'hui dans un certain nombre d'endroits, mais qu'on fasse de l'habitat participatif dans les quartiers populaires. Il faut reconnaître en fait ces cultures-là. Il faut reconnaître que un quartier, tu disais que c'est quelque chose de vivant. C'est pas seulement une organisation, c'est pas seulement un empilement de structures institutionnelles ou de cartographie institutionnelle. C'est aussi des gens qui vivent ensemble et qui portent une culture. Et les quartiers ont de la mémoire, même si les gens qui ont vécu quelque chose n'y sont plus. Chaque quartier a sa propre mémoire, il a son histoire. Il y a vraiment un enjeu à créer des porosités, à créer... et donc, par exemple, sur le collectif, le fait que ça ne soit pas uniquement du collectif de l'habitat partagé, mais du collectif dans lequel il y a des porosités. Alors ici, on le voit, par exemple, avec le jardin partagé, c'est un assez bon exemple, mais on pourrait l'imaginer sur d'autres espaces ou d'autres activités ou d'autres fonctions que peut remplir l'habitat partagé ici. Nous, on soutient le plaidoyer politique, c'est-à-dire le passage des bonnes pratiques aux bonnes politiques. Mais aussi, on a beaucoup insisté là-dessus, ce qu'on pourrait appeler, pas de manière péjorative, mais la technostructure, c'est-à-dire ceux qui accompagnent les élus, les directions de l'habitat, etc., qui ne sont pas formatés, on va dire, intellectuellement et méthodologiquement non plus. Ils ne sont pas outillés méthodologiquement pour accompagner et pour comprendre la valeur ajoutée de l'habitat, des projets d'habitat participatif. Et donc, il y a un gros travail à faire là-dessus. Ça, c'est un chantier, je pense, sur lequel beaucoup d'entre vous travaillent. Un gros point sur comment on fait rencontrer des groupes de futurs habitants ou des groupes de citoyens avec les élus, avec un terrain et avec un territoire, comment on fait se rencontrer les demandes et les besoins qui sont parfois différentes. Un élu peut avoir une envie de faire, mais les citoyens qui sont sur le territoire pourraient dire non, c'est pas exactement ce que j'ai envie. Donc comment on fait marier et converger ces envies. Un truc rigolo, vivre 48 heures dans un projet d'habitat participatif, c'est-à-dire faire une tentative de vécu au quotidien pour mieux estimer demain si on va plus loin. J'espère que les uns et les autres, vous avez vécu aujourd'hui un petit parfum d'habitat participatif.
Et que de tout ça, eh bien plein de pépites peuvent surgir parce que ça donne à penser, parce qu'on fait des liens, on fait des ponts, on entend des choses qui peuvent être inspirantes et que ça vient à la fois bien sûr de tous les contenus qui nous ont été partagés tout au long de la journée, mais aussi de tous les contacts en off qu'on a pu avoir au moment du repas, pendant les pauses, voilà. Et que de tout ça, eh bien, normalement surgissent des petites graines que chacun va pouvoir replanter dans son potager et puis va pouvoir porter aussi auprès d'autres. Et ça participe d'une biodiversité humaine dont on a vraiment absolument besoin et que je pense on a pu expérimenter ensemble aujourd'hui. Un grand merci, sans vous les habitants, tout ça n'aurait jamais été possible.